Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Philippe Juvin, député Les Républicains des Hauts-de-Seine et chef des urgences de l'hôpital Pompidou. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. La France en finale du mondial, la situation dans les hôpitaux, le Covid, la politique, autant de questions que nous allons aborder. Qu'est-ce que vous retenez d'abord de cette équipe de France qui va donc en finale de la Coupe du Monde ? Écoutez, c'est super, mais en même temps, il faut que face à l'Argentine, il joue peut-être un peu différemment. Le Maroc a été très bon et franchement, il y a quelques occasions où les Marocains auraient pu marquer. Et il y a quand même une certaine fragilité, en particulier en défense. Enfin, milieu de terrain. C'est pas fait pour l'Argentine. C'est pas fait pour l'Argentine. Mais c'est un mental aussi, peut-être, cette équipe de France, non ? Avec un sélectionneur, Didier Deschamps, on avait Philippe Tournon qui a été pendant des années à la tête du service de presse et qui connaît parfaitement Deschamps. Il nous dit il est hors pair pour ça, hors catégorie. Je suis admiratif des sportifs de haut niveau. Évidemment, pour des raisons physiques, ce sont des machines physiques extraordinaires. Et vous le dites aussi, des machines d'intelligence. L'intelligence de se consacrer à ce sport, l'effort qui ne se relâche pas. Non, effectivement, ce sont des gens hors normes pour lesquels... Et puis, vous savez, je pense que le sport de haut niveau, il y a peut-être le sport de haut niveau et la musique, qui sont les deux activités humaines où vous ne pouvez pas tricher. Quand vous êtes très 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 bon, eh bien c'est que vous avez beaucoup travaillé et que vous avez de l'intelligence. Il y a d'autres activités humaines, où les gens semblent bons, mais en réalité ils trichent et ce sont des fakes. Les sportifs et les musiciens de haut niveau, ça peut pas tricher. Encore quelques mots. Emmanuel Macron était sur place hier, il va y retourner dimanche. Il a raison de mêler la politique au sport. Il a bien fait d'y aller. L'équipe de France. Il ne manque pas un peu de retenue, non ? Non, c'est un supporter, c'est très bien. Moi, je suis pas comme tous les grincheux qui disent il aurait pas dû y aller parce que il a brûlé du CO2, parce qu'il fait de la récupération politique, etc. C'est une tradition que les présidents de la République soutiennent l'équipe nationale. Il manquerait plus que ça d'ailleurs. Et moi, mais là, c'était en demi-finale, ce n'était pas en finale. C'est très bien. Écoutez, pour arriver en finale, il se trouve qu'il faut passer par la demi-finale, donc il a eu raison d'y aller. À propos du Qatar, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a deux joueurs qui étaient absents, Rabiot ou Upamecano, pour un coup de froid à cause de la clim, des états fébriles. Alors sans avoir consulté, à votre avis, ils peuvent se remettre pour dimanche, non ? D'abord, je ne sais pas pourquoi, je ne les ai pas examinés, je ne sais pas pourquoi ils sont fatigués. Si c'est la clim, c'est la clim, tant mieux. Ils seront là dimanche. J'imagine qu'ils ont eu tous les examens que l'on fait dans ces cas-là, quand c'est nécessaire. Mais encore une fois, je ne les ai pas examinés. Non, puis on ne sait pas d'ailleurs si c'est le Covid, par exemple, ou pas. Non, mais c'est vrai. En tout cas, Rabiot a été mis un peu à l'écart. On verra comment ça va évoluer. Alors, justement, Covid, grippe, bronchiolite, l'hôpital français, on est toujours au bord de la crise de nerfs. Je voyais en fait, je crois qu'il y a une journée d'action aujourd'hui du côté de Saint-Malo où il y a des brancards aux urgences avec des malades qui sont toujours dans les couloirs. Mais il n'y a pas qu'à Saint-Malo. Dans tous les hôpitaux de France actuellement, il y a des brancards. Dans tous les hôpitaux de France, il y a des personnes âgées qui passent la nuit sur un brancard, qui passent des heures et des heures. Il y a des gens qu'on ne peut pas opérer dans tous les hôpitaux de France. On repousse ces interventions parce qu'on a besoin de faire de la place dans les hôpitaux. On n'est pas au bord de la crise de nerfs, on est dans la crise de nerfs, avec en fait 2 voire 3 épidémies. Il y a eu la bronchiolite, le virus respiratoire syncytial, qui d'ailleurs touche aussi les adultes, attention. Il y a la grippe qui est en train de monter d'une façon très précoce mais très forte. Il y a évidemment le Covid avec la énième vague. Et la gravité, c'est quoi ? C'est que tout ça arrive sur un hôpital qui est extrêmement fragile, qui aborde ces épidémies avec des moyens réduits, c'est-à-dire des capacités d'hospitalisation faibles parce que nous manquons de soignants. Il faut bien comprendre que des lits dans les hôpitaux sont fermés et donc nos capacités de vous hospitaliser si vous venez aux urgences sont moindres parce que nous manquons de personnel, non pas parce que il y a pas de budget. Dans les hôpitaux et ailleurs d'ailleurs. Bien sûr, la médecine de ville, c'est la même chose. Pour vous payer, mais simplement, il n'y a pas de candidat. Et vous avez raison de dire que la médecine de ville, c'est pareil. Aujourd'hui, quand un médecin part à la retraite et que vous êtes son client, eh bien, il est fort possible. Oui, enfin, vous avez raison. Son patient, il est fort possible que vous ne trouviez pas de médecin pour le remplacer. C'est une grande inquiétude. Un médecin qui part à la retraite, aujourd'hui, souvent, malheureusement, ses patients sont abandonnés. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut doubler le nombre de médecins en formation. On forme globalement 10 000 médecins tous les ans en France.
Les Anglais, c'était pareil. Au mois de mars dernier, les Anglais ont décidé d'en former 20 000 par an. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend? On peut y arriver, oui, mais il faut attend du temps pour former des Oui, médecins. d'accord, mais enfin, ça fait des années qu'on nous dit ça ne produira ses effets que dans 3, 5 ou 10 ans. Mais si on avait commencé il y a 3, 5 ou 10 ans, ça serait réglé. Je vais vous raconter une histoire. Au moment du Covid, je disais Ubi et Torbi qu'il fallait que nous ouvrions des lits de réanimation parce qu'on avait des gens qu'on ne pouvait pas mettre en réanimation à l'époque. Souvenez-vous. Et je disais, ouvrez des lits de réanimation. Et un jour, Jean Castex, le Premier ministre, me fait appeler, il me dit, Monsieur Juvin, venez me voir à mon bureau. Je vais à Matignon, il me reçoit vendredi soir, très sympa, et il me dit, mais Monsieur Juvin, arrêtez de dire qu'on va ouvrir des lits de réanimation, on n'a pas le personnel. Je lui dis, Monsieur le Premier ministre, ouvrez des promotions nouvelles d'écoles infirmières, rapidement en urgence en cours d'année, et puis dans 2 ou 3 ans, vous verrez, elles seront formées. Il me dit, oui, mais il faut 3 ans. Mais on aurait fait ça il y a 3 ans, on les aurait aujourd'hui. C'est toujours pareil en politique. Les hommes et les femmes qui bloque? Alors c'est l'administration, c'est les politiques qui ne décident pas. L'incompétence généralisée de la classe politique qui n'est pas capable de prendre des décisions qui porteront effet 2, 3, 4 ou 10 ans plus tard. C'est pareil sur l'électricité. On n'a pas mis en chantier des centrales nucléaires il y a 10 ans, on le paye aujourd'hui. On dit, oui, mais il faut 10 ans pour en faire une. On aurait commencé il y a 10 ans, on les aurait aujourd'hui. C'est pareil pour l'armée, on n'a plus de munitions. J'ai regardé, j'ai vu ça, c'est dingue. Dans l'armée française, il n'y a plus de stock de munitions. C'est pareil pour l'agriculture, on prend des décisions 30 ans plus tard, nous étions autonomes au plan alimentaire, nous ne le sommes plus. Et c'est pareil pour la médecine. Vous avez l'impression qu'on va dans le mur, alors dans tous les secteurs. Si je vous écoute, là, décliniste... Écoutez, l'intervention de Proglio, qui est l'ancien patron d'EDF, devant les députés hier ou avant-hier. On vient d'en parler avec Elisabeth Lévy. C'est extraordinaire. Il explique en quoi toutes les décisions qui sont prises depuis 2010 sont des décisions catastrophiques. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes politiques prennent des décisions et ils ne se préoccupent que des effets à 2 ou 3 ans, c'est-à-dire durant leur mandat. Ensuite, que c'est des effets délétères, que ça casse le pays, que ça casse l'industrie, que ça casse l'agriculture, que ça casse la médecine, ils s'en foutent. Et moi, je vous dis, c'est pas possible. Cette classe politique, je n'en peux plus. Qu'elle ait au moins cette conscience de leur responsabilité. Mais j'essaye, moi, de dire, oui, il faut se projeter et les décisions que nous prenons, elles sont pas valables pour les 6 mois à venir, elles sont valables pour les 10 ans à venir. Quand aurons-nous une classe politique digne de ce pays? Oui. Un mot sur la vaccination. Pourquoi ça ne prend pas, là, en ce moment? Mais vous avez regardé la campagne d'information du gouvernement. Il y a un clip pour la vaccination. Ça commence par un match de boxe. Ça dure pendant 1 minute. On se dit, mais pourquoi il se tape sur la figure? Et à la fin, on comprend que le message subliminal, tenez-vous bien, c'est on en a bavé, comme un match de boxe. Et maintenant, il faut repasser à autre chose. Il faut se vacciner. Enfin, c'est incompréhensible. Je vais vous dire, le message, c'est simple. Vous avez plus de 80 ans. Vous allez vous faire vacciner tous les 3 mois. Vous avez plus de 60 ans, vous allez vous faire vacciner tous les 6 mois. Pourquoi? Parce que le vaccin est très efficace. Mais le Covid. Oui, contre le Covid. Mais il se trouve que 6 mois après la vaccination, il perd son efficacité. C'est un vaccin très efficace, sauf qu'il n'agit pas longtemps. Eh bien, c'est simple, faites-vous revacciner contre le Covid. Et sur la grippe, c'est pareil. Pourquoi on ne vaccine pas les gens contre la grippe? Il se trouve que cette année, le vaccin contre la grippe est très efficace contre les souches qui circulent. Ça tombe bien. Faites-vous vacciner contre la grippe, faites-vous vacciner contre le Covid, mettez un masque dans les transports en commun et ça ira mieux. Épargnez le système de santé. Aidez-nous à épargner le système de santé. Bon, mais sur la vaccination, il est vrai aussi que ça n'empêche pas totalement la transmission. Donc il y a eu un peu... C'est vrai. Excusez-moi. Non, mais c'est vrai. Non, mais il faut arrêter avec ces conneries. Je vais vous le dire très simple. Quand on est vacciné, on est moins souvent malade. C'est vrai. C'est pas 100%. Vous avez raison. Il n'y a aucun vaccin de la Terre, de l'univers, qui est efficace à 100%. Aucun. Donc, on diminue le risque, et pas seulement sur les formes graves, mais sur la maladie. Quand je suis vacciné, je suis moins souvent malade. Quand je suis moins souvent malade, eh bien, j'ai moins de chances ou de mourir, ou de le transmettre à quelqu'un. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis opposé contre l'avis de plusieurs députés à la réintégration des soignants non vaccinés. Et là aussi, il faut revenir à la science. Pourquoi sur la réintégration des non vaccinés? Parce que quand vous êtes vacciné, quand vous êtes un soignant vacciné, vous attrapez moins souvent la maladie. Quand vous attrapez moins souvent la maladie, quand vous n'êtes pas malade, par définition, vous ne le transmettez pas à vos patients. D'un côté, on a des gens qui disent, des hommes politiques et des femmes politiques, on croit à la science, mais leurs décisions ne sont pas liées à la science. Donc, Alfred Jarry, l'auteur de Ubu, disait, c'est de la pata-médecine ou de la pata-physique. Ils croient faire de la médecine, ils croient faire de la physique, ils croient faire de la science. En fait, ils font de la bouillie. Donc, je répète à ceux qui nous écoutent, quand vous êtes vacciné, vous êtes moins souvent malade. Ça, c'est une donnée acquise de la science. Et ceux qui vous disent le contraire,
eh bien, il se trompe ou il vous trompe. Bon, voilà, écoutez, il y a toujours des débats autour de ça. Non, il n'y a pas de débat. Non, mais pardon, il n'y a pas de débat. Ça, c'est la science, c'est vrai. Non, mais oui, bien sûr. Il faut arrêter de dire que c'est une. Sauf que vous le savez, Philippe Juvin, quand on a dit à un moment donné que le vaccin protégeait totalement, à un moment donné, il y a eu ce discours. Vous avez raison. Vous comprenez que derrière, des gens 2 mois après la vaccination étaient de nouveau en fait malades, avaient le Covid, ils pouvaient se poser des questions. C'est vrai. Je ne vous ai jamais dit que le vaccin protégeait à 100%. Il protège d'une façon partielle et temporaire, mais il protège, et c'est faux de dire que le vaccin ne protège pas. Bon, Philippe Juvin, puisque vous parliez de politique et justement de manque de courage, est-ce que vous pensez que votre famille des LR va avoir du courage là pour la prochaine présidentielle et puis toutes les échéances qui arrivent? Vous restez fidèle ou pas? Je suis toujours resté dans mon parti politique. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui c'est l'endroit où, en tant que député, j'ai la plus grande des libertés. Si vous êtes député de la majorité présidentielle, vous devez marcher au pas cadencé avec le gouvernement. Et moi, j'aime pas le pas cadencé. Et si vous êtes à LFI ou RN, vous avez des positions de dingue comme les antivax. Donc moi, je ne veux pas de ces positions. Aux Républicains, je suis un homme libre. J'ai même été candidat à la primaire de la droite il y a 1 an, et je suis fidèle à ma famille. Ma famille parce qu'à un moment donné, est en très mauvais état. Elle est en très mauvais état. Oui. Elle est en très mauvais état. On a fait moins de 5%. Donc nous sommes proches, non pas de la réanimation, mais de la fin, si nous ne nous reprenons pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Il faut travailler sur le fond, il faut travailler sur les idées, il faut travailler sur les dossiers, il faut être des gens sérieux et offrir une alternative. Moi, je crois à la nécessité d'une politique qui refasse confiance aux Français, qui redonne de la liberté, qui redonne de la souveraineté et qui soit une politique sérieuse. Les Républicains, nous devons redevenir ou être le parti des gens sérieux face à la bouillie intellectuelle. Vous faites confiance à Éric Ciotti pour cela? Je pense qu'Éric Ciotti a un grand avantage. D'abord, de par ses positions sur le régalien, que je partage, immigration, sécurité, il n'a pas à prouver qu'il est de droite. Vous voyez, c'est un homme de droite. Et donc, du coup, ça lui donne une immense liberté pour aborder les questions d'éducation, de sciences, de médecine, de progrès, les questions démocratiques. Ça lui donne une immense liberté et il peut nous en faire profiter. Alors, c'est pas fait. Encore une fois, on est à 4,5% ou 4,8%, c'est-à-dire très bas. On peut disparaître, mais nous pouvons aussi être l'alternative. Oui, dernière question. Adrien Quatennens, suspendu de son groupe, a l'intention quand même de revenir en non inscrit à l'Assemblée nationale après sa condamnation. Monsieur Quatennens, il est condamné par la justice. Bon, point. Une fois que vous êtes condamné par la justice, vous êtes condamné, c'est pas une peine à perpétuité. Est-ce que la justice a décidé de le rendre inéligible? Non. Donc, il est toujours député. Et comme il est député, il doit siéger. Et vous comprenez, si on entre dans un système où il y a la justice qui dit voilà ce qu'il faut faire, et vous avez des tas de gens autour qui s'estiment avoir le droit de remettre une condamnation supplémentaire, par exemple de lui dire vous n'avez pas le droit de venir à l'Assemblée nationale. Mais au nom de quoi? Quatennens a payé, il a été condamné, très bien, c'est fait, je ne sais pas si c'est tant mieux ou tant pis, c'est ainsi, c'est la justice. Au nom de quoi va-t-on rajouter une peine supplémentaire? Il est député, il doit siéger. Il y a un roman que je conseille à tous les amateurs de littérature qui s'appelle Les dieux ont soif. C'est un roman d'Anatole France qui vous montre comment des gens pourtant animés de bonne volonté deviennent des révolutionnaires sanguinaires. Eh bien c'est pareil, attention à ce risque-là qui consiste à dire la justice n'est pas suffisamment sévère, il faut en mettre une couche. Adrien Quatennens, maintenant qu'il a été condamné, peut revenir, il n'est pas inéligible et moi je souhaite qu'il reviennent siéger. Merci Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine et chef des urgences de Pompidou, qui était l'invité de Sud Radio.